Aphasie, c'est au cas par cas. Les autres complications graves, avant la survenue de l'AVC, il y a la vasculopathie, il faut en parler. La vasculopathie, bon, peut-être vous me direz que c'est un terme générique où il y a beaucoup de choses, mais en général, quand on parle de vasculopathie, c'est la pathologie qui précède l'accident vasculaire cérébral. D'accord? Et cela se détecte par le Doppler transcrânien qui mesure les vitesses de circulation du sang au niveau des vaisseaux du cerveau. Et plus les vaisseaux sont élevés, plus il y a un risque de survenue d'un accident vasculaire cérébral. Parce qu'en général, quand il y a un problème de rétrécissement des vaisseaux au niveau de la circulation cérébrale, ce rétrécissement-là va modifier les flux de circulation. Et cela se détecte par le Doppler transcrânien. C'est la raison pour laquelle il est conseillé de faire le Doppler transcrânien au moins une fois par an chez les enfants à partir de l'âge de 1 an pour détecter une accélération des vitesses. Si vous avez l'accélération des vitesses, vous dites, tiens, c'est un facteur de risque de survenue d'un accident vasculaire cérébral. Et qu'est-ce que vous faites? Vous essayez d'atténuer les vitesses en proposant aux enfants un programme transfusionnel mensuel pendant un certain temps. Ensuite, vous refaites le contrôle. Si les choses se normalisent, vous arrêtez, sinon vous continuez. Et là, c'est une mesure préventive également. Il faudrait l'ajouter dans les mesures préventives de votre traitement. Le priapisme, il faut bien décrire. Il y a le priapisme aigu, il y a le priapisme intermittent. Et ce qui est difficile dans le priapisme, c'est que parfois les enfants n'en parlent pas. Et il faut également faire cette relation entre le contexte socioculturel et la maladie. Vous verrez des adolescents qui souffrent énormément de priapisme. Ils ne vont jamais en parler à l'hôpital. Maintenant, c'est la relation médecin-malade, la confiance entre le soignant et le soigné qui vous permet vraiment d'aller détecter et y penser. Parce que si vous ne savez pas que le garçon peut faire un priapisme, vous n'allez jamais interroger sur le priapisme. Il faut toujours interroger, leur demander, et s'il y en a, vous faites le nécessaire. Sinon, le pronostic peut être engagé sur le plan de la reproduction, sur le plan de la fertilité. Alors, vous avez fait un chapitre de conduite à tenir d'urgence, CAT d'urgence. C'est très bien pour un praticien de penser à lever l'urgence, mais en général, quand vous faites les leçons, signe diagnostic traitement, ce chapitre n'est pas indispensable. Vous pouvez le garder quelque part, mais il ne fait pas partie de la leçon. Quand c'est diagnostic, oui, mais quand c'est signe diagnostic traitement, le plan ne contient pas de CAT. Les complications chroniques, encore une fois, quand vous parlez de la lithiase vésiculaire, la lithiase, elle peut être asymptomatique et être révélée par l'échographie. C'est la raison pour laquelle il est conseillé également annuellement de faire l'échographie chez les enfants à partir de l'âge de 5 ans pour dépister ces lithiases asymptomatiques. Mais à partir du moment où l'enfant se plaint de douleur abdominale, quelqu'un l'a dit, il faut penser à cette lithiase-là et faire l'échographie. Et dès que la lithiase elle est là, il faut programmer une cholécystectomie. N'attendez pas qu'elle soit symptomatique. Parce qu'un jour viendra, elle sera symptomatique et vous ne saurez pas est-ce que ce sera une situation d'urgence ou pas. Est-ce qu'elle va se compliquer d'une cholécystite ou pas. Lithiase dépistée égale cholécystectomie, s'il vous plaît. Et quand vous programmez, c'est plus facile. Par exemple, si c'est un élève, vous attendez les vacances pour programmer l'opération. Mais si vous attendez qu'elle s'exprime, là, c'est compliqué. Ostéonécrose, ce n'est pas uniquement au niveau de la tête fémorale, la tête humérale également peut être atteinte. La rétinopathie, oui, mais je n'ai pas entendu. Vous avez dit ulcère de la jambe. Non, non, c'est ulcère de jambe. Ne dites pas ulcère de la jambe. C'est un terme consacré. Les complications vasculaires, cardiovasculaires, vous en avez parlé, mais c'est vague. Donnez les différents... Parce que quand vous dites cardiovasculaire, il y a le cœur et les vaisseaux. Le cœur, c'est beaucoup de tuniques. C'est beaucoup de cavités. Donc, citez les complications en rapport avec la drépanocytose. D'accord? Le cœur anémique du drépanocytaire. D'accord? L'insuffisance cardiaque, la cardiomyopathie. Et il y a des enfants qui portent la drépanocytose, mais présentent également des cardiopathies congénitales. Mais cette fois-ci, ce ne sont pas des complications, ce sont des comorbidités. L'ulcère de jambe, je n'en ai pas entendu parler. Les complications rénales, on en a parlé. Il faut les rajouter. Et les complications neuropsychiques, on n'en parle pas, mais les adolescents parfois développent des
un retentissement je sais pas comment on peut l'appeler, neuropsychique, parfois, voilà, un sentiment assez particulier qui nécessite une prise en charge psychosociale. En dehors des formes compliquées, les formes hétérozygotes, vous avez dit, appelez-les formes génotypiques. Et dans ces formes génotypiques, vous listez l'ensemble des autres hémoglobinopathies. D'accord? SS, SC, S-bêta 0, S-bêta plus, AS, etc. Vous les mettez là-bas. Le diagnostic, vous avez parlé bien du positif, mais ajoutez la consanguinité quand même si elle n'est pas indispensable. On peut avoir des enfants drépanocytaires alors que les parents ne sont pas du tout consanguins. Hein. Cela, c'est la réalité. Mais en général, quand on parle de maladies génétiques, transmission autosomique récessive, il faut parler de consanguinité. Et toujours clinique, paraclinique. Quels sont les éléments cliniques? Les éléments paracliniques plus les antécédents, vous en avez parlé. Alors, quand on fait le diagnostic différentiel, ici, vous avez cité simplement. C'est bien de citer. Mais ce qu'il faut faire, le diagnostic, quand on parle de diagnostic, c'est clinique, paraclinique. Sinon, on vous dit symptômes. Symptômes différentiels, vous citez. Ou bien entité différentielle, vous citez. Mais vous avez dit diagnostic différentiel. Qu'est-ce qui, sur le plan clinique, va m'orienter vers un rhumatisme articulaire aigu? Qu'est-ce qui, sur le plan clinique, va m'orienter vers une leucémie? Et ainsi de suite. Pour chaque entité, vous donnez les éléments qu'ils ont en commun entre la pathologie que vous citez et la drépanocytose. Sur le plan clinique également, vous donnez ce qui les différencie. Par exemple, quand vous prenez la douleur osseuse dans la drépanocytose, vous la comparez à la douleur de l'ostéomyélite, même si l'ostéomyélite peut s'associer, et c'est ce qui est vraiment la problématique. Un enfant peut faire une ostéomyélite, simuler une drépanocytose, mais une ostéomyélite peut également révéler une drépanocytose, d'accord? Quand vous avez l'ostéomyélite, on vous dit que c'est une douleur de fracture sans fracture, c'est une douleur exquise. Quand vous palpez à un l'enfant a tellement mal qu'il sursaute. Quand vous avez ces éléments-là, en général, vous pensez à une ostéomyélite. Le contexte infectieux, quand vous avez un enfant qui est fébrile, qui est infecté, qui est septique, avec une langue saburale, contexte infectionnel, vous pensez à une ostéomyélite. D'accord? Si vous avez un enfant qui a une douleur osseuse associée à des adénopathies ou bien à une splénomégalie importante, d'allure tumorale, voilà. Là, vous allez penser à une pathologie tumorale, notamment une leucémie. C'est comme cela qu'on discute les étiologies, les diagnostics différents. Ensuite, vous dites sur le plan paraclinique, dans la drépanocytose, l'anémie est normochrome normocytaire régénérative. Dans les leucémies, l'anémie est de type normochrome normocytaire arégénérative. Ouais. Donc, vous trouvez des éléments distinctifs, aussi bien sur le plan clinique que sur le plan paraclinique, qui permettent de les écarter. Ensuite, vous avancez. L'essai étiologique, c'est bien. Vous avez fait les schémas de transmission. C'est très bien, vous l'avez bien fait, mais il faut savoir quelle est l'application. L'application, c'est auprès des parents. Comment est-ce que vous allez leur expliquer le jour où vous les recevez en consultation chez vous avec un enfant qui est porteur de la maladie, comment à partir de ce schéma, leur expliquer la maladie de leur enfant et leur expliquer que c'est une maladie héréditaire qui est transmise de parent à enfant. Et tant que vous ne réussissez pas à faire passer ce message-là, ce schéma-là, il n'aura pas beaucoup d'intérêt. D'accord? Il faut bien leur expliquer que si l'enfant est malade, c'est parce qu'il a hérité le gène des deux parents. Ça, c'est la première information. Parce que parfois, ils se rejettent la responsabilité. Et souvent, la responsabilité est rejetée